J'ai un parcours professionnel très atypique. J'ai exercé plusieurs métiers très satisfaisants, sans pourtant jamais parvenir à y trouver réellement ma place. C'est probablement la raison pour laquelle ce podcast me tient particulièrement à cœur. Qui sont ceux qui trouvent leur place ? Que font-ils ? Quelles sont les tâches quotidiennes de mes invités ? Comment les rendre intéressantes quand elles sont complexes ou répétitives ? Et puis ça veut dire quoi travailler ? Quels sont les métiers d'aujourd'hui ? Comment fait-on pour faire ou créer son job dans un contexte qui évolue rapidement ? Si comme moi vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerets du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Si je fais ce podcast, c'est principalement pour découvrir des univers et des métiers qui me sont étrangers. J'essaye de ne pas arriver avec trop d'a priori, et pourtant, j'en avais plein quand j'ai rencontré Juliette. Elle est officier de police judiciaire, et croyez-moi, cette jeune femme de 30 ans n'est absolument pas là où on l'attend. Juliette évolue depuis 5 ans dans un métier très masculin dans lequel elle est parvenue à faire sa place malgré la rudesse de son quotidien. Juliette est un garçon manqué, gouailleuse, joueuse et joyeuse, qui manie avec subtilité ses multiples personnalités. Juliette m'a émue. Ses motivations sont celles d'un super-héros, un Jedi des crimes et délits du quotidien. Juliette m'a touchée, depuis son envie enfant de devenir policier à la manière dont elle conduit ses enquêtes et ses entretiens auprès de ses suspects. Juliette m'a surprise. Elle n'a rien de conventionnel. Elle dévore la littérature du 19e siècle, lit et récite de la poésie, fait du yoga entre 2 perquisitions et monte sur le toit de son commissariat pour regarder le soleil se coucher. Cette conversation m'a bousculée. À plusieurs reprises, je suis restée muette. Juliette est si singulière que je me demande si c'est pas ça, finalement, trouver sa voie. S'accepter totalement, quel que soit notre métier, suivre son instinct, pratiquer avec ses tripes et avec ses faiblesses, sans se forcer à suivre un modèle qui ne nous correspond pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bonjour Juliette. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Juliette, est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu exerces ce métier ? Alors, je m'appelle Juliette. Je suis policier depuis 5 ans maintenant. On dit policier ? On peut dire policière. Ouais. Toi, tu Moi, dis quoi ? je fais ce choix un peu de manière naturelle. Je préfère être policier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Est-ce que je peux dire flic ? Moi, flic, je trouve ça un petit peu péjoratif. Péjoratif, ouais. Après, je le prends pas mal et Ouais. y a beaucoup de gens qui l'utilisent autour de moi sans savoir que je le suis, donc Oui. c'est pas très grave. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je préfère le mot policier. Alors, je suis aussi officier de police judiciaire. C'est une qualification. C'est une Mon grade, qualification. c'est gardien de la paix. Un policier peut être gardien de la paix, brigadier, major, commandant, lieutenant, commissaire, voilà. Ça D'accord. regroupe beaucoup de grades. D'accord. Et la qualification, c'est une qualification judiciaire. Je suis officier de police judiciaire, OPJ. OPJ. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement en quoi consiste ta ou tes missions ? Moi, je travaille en flagrant délit. Donc, le flagrant délit, c'est ce qui vient de se passer. Et je fais l'enquête pratiquement de A à Z. Donc, l'interpellation est faite par les effectifs de brigade, donc ceux qu'on voit souvent dans la rue, ou alors la BAC en D'accord. civil. Ok. Et eux, ils rédigent le premier PV de l'enquête, qui est le PV d'interpellation. Et moi, je gère la suite. Donc, ça peut être plein d'actes. Ça peut être la perquisition, les auditions, souvent ce qui se termine en ion, les confrontations. Après, il y a beaucoup de travail sur la téléphonie, sur les vidéos, tout ce qui me permettra d'enquêter sur à charge et à décharge pour à la recherche de la vérité. D'accord. Donc, toi, en fait, tu mènes une enquête. Exactement. Il y a eu un délit. Voilà, un crime ou un délit. Un crime ou un délit. En flagrant délit. Donc ça, c'est, En flagrant délit. ça, c'est le cadre d'enquête. Voilà. D'accord. Tu travailles dans un commissariat ? Oui, D'accord. Donc, en région parisienne. oui. Voilà. Tu prends une déposition ? Souvent, le premier acte dans mon métier, dans mes missions à moi, le premier acte, c'est les effectifs de terrain qui interpellent D'accord. quelqu'un D'accord. qui a fait quelque chose, Ok. souvent de mal. Ok. Et là, après, il va falloir enquêter pour savoir s'il y a des victimes, s'il était seul, s'il est vraiment l'auteur ou pas. Mhm. Et là, ça va être mon métier. D'accord. Donc, toi, tu n'es pas sur le terrain. Toi, tu arrives tu es le numéro 2. Enfin, étape numéro 2. Exactement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Exemple de délit. Par exemple, un agresseur ? Oui, par exemple, une agression sexuelle. Voilà, on va faire simple et sympathique. Faisons très simple. Ok. Donc, flagrant délit d'agression sexuelle ? C'est Voilà, possible ? donc là, il y a une femme qui vient, qui est dans la rue et qui vient de se faire agresser sexuellement. Ouais, Donc, ouais. je sais pas, elle est dans la rue, c'est la nuit, D'accord. si on oublie le couvre-feu. Oui. Et il y a un homme qui arrive et qui lui touche les seins, lui met la main entre les cuisses, l'embrasse de force. Ok. Voilà. D'accord.
Elle crie, quelqu'un appelle la police arrive ou la police passe par là. Ça arrive aussi. Donc j'imagine que l'agresseur, il a disparu entre-temps ou non? Ah bah là, on va dire que non. Non. Faisons ça correctement. Puisqu'on est en flagrant délit. Voilà. Donc l'agresseur est toujours là et la police arrive avant qu'il se soit enfui. Ou alors il s'est enfui, on a une belle description et ils arrivent à le choper au bout de la rue ou dans le quartier. Ok, d'accord. Donc, voilà. On attrape Donc là, ils l'ont attrapé. Eux, ils vont rédiger le PV d'interpellation. Sur place au commissariat. Au commissariat. Voilà, mais ils vont expliquer tout ce qui s'est passé sur place. Ok. Donc ça va être le premier acte. Et la suite, ça va être, par exemple, déjà de placer en garde à vue le mis en cause. Donc lui notifier ses droits. D'accord. Voilà, et ensuite, ça va être gérer ses droits, donc faire en sorte qu'ils soient respectés. D'accord. C'est très important pour que la garde à vue soit maintenue. D'accord. Et ensuite, ça va être de prendre la plainte de la victime, de trouver des vidéos sur les lieux, des témoins aux appartements, aux fenêtres ou dans la rue, dans une voiture. Là, c'est toi. Et là, tout ça, c'est ton job. Après le PV d'interpellation, à partir de la notification des droits, c'est moi. Le PV d'interpellation se fait au commissariat. Oui. Et une fois qu'ils ont fini ça, c'est toi qui vas prendre en charge l'enquête. Et le mis en cause. Et le mis en cause. Voilà. Ok. Donc, tu le rencontres? Oui, pour le placer en garde à vue, je suis obligée de le rencontrer. D'accord, tu lui poses des questions. Pas trop, parce qu'il a le droit à un avocat. Donc là, je le mets juste en garde à vue, je lui notifie ses droits. S'il veut un avocat, on parle plus. S'il veut pas d'avocat, on peut enchaîner sur l'audition, effectivement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps? Donc, c'est une garde à vue, ça dure 24 heures? C'est comme dans les films ou... C'est ça. Ça peut durer jusqu'à 24 heures et puis ça peut aussi être prolongé. Comment on fait pour prolonger de 24 heures? Alors oui, c'est toi qui décides? Non, on est en contact permanent avec le magistrat de permanence qui décide, qui prend la décision finale. Après, si je lui dis qu'il me reste énormément d'actes à faire et d'enquêtes, il va évidemment m'accorder la prolongation. Tu essayes de trouver des informations qui valident ou non l'agression. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour trouver les... Ouais, par exemple, là, si on garde cet exemple de l'agresseur sexuel, donc tout à l'heure, tu as parlé de caméras de surveillance. Voilà, les caméras de la ville de Paris ou des caméras de commerce qui seront aux alentours. C'est toi qui vas pour repérer les différentes informations que tu vas avoir sur le terrain ou c'est les collègues qui ont fait l'interpellation la nuit qui vont te donner les infos? Non, c'est mieux d'y aller soi-même, faire des constatations, donc sur les lieux pour voir exactement ce qu'il y a autour et aussi faire une enquête de voisinage. Pour voir si quelqu'un a vu, entendu quelque chose. D'accord, bon, ça prend du temps donc. Ouais. Déjà, il faut y aller, rien ne se fait en 2 minutes, quoi. Exactement. D'accord, donc en général, les 24 heures, ils sont prolongés? Généralement, ça dépend de l'infraction. Il y a des petites infractions qui peuvent être gérées très vite, même parfois en quelques heures. Mais sinon, effectivement, en tout cas pour une agression sexuelle, c'est souvent prolongé. Oui, donc enquête de voisinage, tu vas sonner aux portes? Ben ouais. D'accord, et tu arrives à trouver des gens, ils t'ouvrent, ils te répondent C'est assez compliqué parce que comme il y a beaucoup de vols et de séquestrations à domicile, notamment sur les personnes âgées à Paris, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens peinent à avoir confiance, même si je suis une petite nana, que je suis habillée en civil, que j'ai ma carte, que j'ai mon brassard. Souvent, ils croient pas trop. D'accord, donc tu es habillée en civil, tu n'as pas d'uniforme? Non, voilà. Jamais? Non. Non. Donc l'ensemble de tes missions consiste à enquêter sur les différents crimes qui ont lieu dans le quartier, dans la région dans laquelle tu travailles. Exactement. Crime et délit. Crime et délit. Tu aimes ça? J'adore. C'est le côté enquêteur qui te plaît? Ouais, c'est le côté... Oui, le côté enquêteur me plaît beaucoup, mais surtout ne pas savoir ce qui va se passer demain, en fait, dans ma journée. Parce que ça peut être du stup, ça peut être une agression physique, ça peut être verbale, ça peut être dans un couple, ça peut être entre des gens qui ne se connaissent pas, ça peut être sexuel, ça peut être... Tout est toujours différent et ça, c'est excitant à mort. Donc chaque jour, quand tu viens prendre ton poste, en fait, effectivement, tu ne sais pas ce que tu vas traiter comme dossier. Exactement. Globalement, c'est quand même assez sombre. On a parlé d'agression sexuelle là. Bon, stupéfiant, c'est pas super rigolo. Des agressions dans les couples ou des attaques de personnes âgées à domicile, des décès probablement. Comment tu gères toute cette noirceur là? C'est vrai que c'est pas très gai. Ouais. Ma petite lumière, mais du coup ça va être redondant, mais ma petite lumière dans ce quotidien, c'est de voir la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? De voir la lumière dans les personnes qui font ce genre de délit. Tu peux m'expliquer? Ouais, je pense qu'on ne n'est pas méchant, qu'on le devient. Ouais. Je pense aussi qu'on n'est pas méchant foncièrement, mais qu'on fait des actes malveillants. C'est ma version hugolienne
de l'humain, en fait, Ouais. vraiment. Et moi, ce que j'aime, c'est comprendre. C'est quoi le rapport que tu as avec eux? Du coup, toi, en sachant qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, de violent, de même parfois très violent, euh, quel rapport tu peux mettre en place avec eux? Est-ce qu'il y a un échange qui est vraiment humain ou est-ce qu'il y a beaucoup de distance? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux vraiment leur parler déjà puisqu'ils ont droit à un avocat? Est-ce qu'il y a un terrain sur lequel tu peux rentrer et comment tu sais que tu peux y rentrer? Alors oui, effectivement, ils peuvent avoir un avocat. Moi, généralement, ça change pas ma relation avec la personne en face. Ce qu'il faut toujours faire, c'est comme je le disais tout à l'heure, enquêter à charge et à décharge. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les preuves exactes que ça s'est passé, même si effectivement tout nous laisse à penser que, Mhm, il faut continuer à croire et à garder en tête que peut-être cette personne n'a rien fait. mhm, Voilà. Alors déjà, il y a tout ce processus à mettre en place et rester là-dessus, sur cette possibilité qu'il est peut-être ou non la personne qui a fait l'infraction. Ensuite, moi, je le vis un peu, encore une fois, c'est très personnel, moi, je le vis un peu comme une pièce de théâtre où je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Donc, j'ai toujours plein de vies différentes. J'ai remarqué que ce qui marche vraiment en audition, c'est l'effet miroir. Donc, plus la personne se sent comprise et plus elle pense qu'on a vécu la même chose qu'elle, plus elle se confie, en fait. Donc, souvent, c'est drôle de voir les avocats qui font des gros yeux mhm. parce que les mises en cause commencent à tout avouer. Donc, j'ai déjà été violée, j'ai déjà été frappée par mon conjoint, mon premier partenaire avait 46 ans, j'ai déjà fait des tentatives de suicide, j'ai déjà perdu mes parents, Bref, tout ce que les personnes en face de moi ont vécu, je l'ai vécu, ce qui crée en fait une sorte de miroir qui donne aux gens envie de se confier. C'est assez hallucinant, mais ça marche. T'es en train de me dire que tu es complètement mythomane? Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est peut-être ça. Non, en tout cas, je pense que c'est vraiment un jeu en fait. C'est un jeu de théâtre. Je suis chaque jour une nouvelle comédienne avec une nouvelle vie. Bon, je suis un peu sans voix parce que du coup, je me dis que et je suis partagée entre tu es complètement dingue et tu es complètement génial. On va rester sur la deuxième solution, s'il te plaît. Allons, la garde. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, mais est-ce que tu énonces clairement que tu as toi-même subi un viol dans ta vie ou est-ce que ou est-ce que tu laisses croire l'autre? Parce que du coup, c'est pas tout. Ouais, Ça se nuance, en exactement. fait. Si toi, tu dis oui, tu sais, donc là, il y a tu te confies, en fait. Tu vas aller raconter ta vie, ta fausse vie, à, à un criminel supposé en disant oui, tu sais, moi aussi j'ai été violée, donc c'est un peu de la confidence pour lui lui tirer les verres du nez en fait, Ouais, non, c'est pas comme ça. pour tirer une Plutôt, confession. c'est plutôt l'allusion. On laisse penser que. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. D'accord. Manipulatrice. Ouais, je crois que c'est le Un terme. peu, ouais. Après, c'est plus pour moi aussi comprendre vraiment ce qui se passe en lui. Donc, c'est positif, en fait. C'est pas pour le manipuler, pour avoir des aveux ou quoi que ce soit. C'est pas ça mon principal objectif. Mon principal objectif, c'est de comprendre pourquoi il en est arrivé à ça. D'accord. Donc globalement, tu arrives avec ta méthode, ta technique, qui est, j'imagine, assez singulière. Enfin, c'est pas ça qu'on t'apprend à l'école de police. Ah oui, non, pas du tout. Pas C'est du venu tout. avec le temps, quand j'ai D'accord. compris que c'était ce qui marchait le mieux. Avec l'expérience. Ouais, voilà. Ça fonctionne donc. Ouais, ça fonctionne. Après, ce qui marche vraiment et ce que j'utilise aussi vraiment, c'est l'empathie. Une empathie que je pense être fausse. C'est une empathie que j'ai créée, en fait, pour leur montrer que je les comprenais, alors que souvent, c'est pas du tout le cas. Mais ça fonctionne aussi beaucoup de voir qu'ils se sentent compris. En fait, ils arrivent plus à se confier. Et aussi, ce qui marche énormément, et surtout sur les jeunes, j'allais dire, c'est aussi l'espoir. Ouais, leur donner espoir en l'avenir et en ce qu'ils sont, parce que souvent, ils ont perdu espoir même en eux-mêmes, confiance en eux. Parfois, c'est des jeunes qui n'entendent même pas un jour dans leur vie j'ai confiance en toi, ou tu peux le faire, ou tu sais faire ça, ou ils n'entendent pas grand-chose de C'est très positif. maternant ce que tu dis là. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai ce côté-là, en tout cas avec les jeunes, et j'ai eu des beaux retours de jeunes qui m'ont écrit ou qui sont venus me voir par la suite pour me dire que j'avais changé le cours de leur vie. Alors c'est très rare, mais si juste une fois, sur je ne sais combien de gardes à vue je traite par an, mais si juste une fois dans ma carrière j'ai pu faire changer juste un enfant ou même un adulte de voix en fait, qu'il arrête tout ce qui est délinquance
pour se ranger, j'aurais réussi ma vie. Je m'attendais pas du tout à ce genre de motivation. Est-ce que c'est une motivation en fait pour toi d'aider les gens en fait? C'est pour ça que tu fais ce métier? Exactement. C'est vraiment ma première motivation. Alors raconte-moi pourquoi tu fais ce métier. D'où ça vient? Alors Est-ce que juste si je peux me permettre de revenir là-dessus. Ouais. Aider les gens, Ouais. c'est certes ça, hein, mais c'est plutôt aider la société en fait. Parce que moins il y aura de délinquants, plus la société fonctionnera. Donc c'est pas, je ne fais pas ça pour chaque personne indépendamment. Je fais ça pour mon pays en fait. Tu fais ça, tu vois grand en fait, tu vois loin. Ouais, D'accord. Tu as envie que le monde aille mieux, le pays aille mieux. complètement. Ce métier-là, donc certes, peut m'aider à remplir cette mission, mais surtout ce job-là, parce que là où je suis, c'est le service dans un commissariat qui voit le plus de mise en cause, le plus de gardés à vue. Il y a des services dans lesquels il y a beaucoup moins de gardes à vue par mois, par exemple. Nous, on en a vraiment énormément, on en a environ 10 par jour. Donc ça me permet d'atteindre plus de gens qu'un autre service. C'est pour ça que je reste dans ce service-là. Une belle vision du monde, malgré ce que tu fais. Complètement. D'accord. Je peux me permettre de te décrire physiquement. Oui, ce serait drôle d'entendre. Non, mais parce que du coup, moi, je te vois, mais les gens qui nous écoutent ne te voient pas. Donc, tu es brune, pas très grande, je dirais 1m60 max. 62, ouais, pas mal. Voilà. Allons-y sur le poids. Voilà. Non, mais beaucoup, très très fine, très très jolie, très très souriante, avec des jolis yeux bruns. Tu es maquillée, les cheveux attachés. Je te trouve très féminine. Je suis assez étonnée. Je suis assez étonnée. Je suis pas si je suis surprise, voilà, de trouver une fille aussi féminine devant moi et qui me raconte, qui me dise faire ce que tu fais comme métier. Donc j'aimerais comprendre pourquoi tu fais ce métier, d'où ça te vient. Et on parlera après de ton apparence, de ce que ça a pu engendrer, en fait, le fait que tu sois une femme et jolie. Voilà. Qu'est-ce que ça change dans ton rapport aux gens avec qui tu travailles et à la population avec laquelle tu échanges au quotidien? Mais raconte-moi d'abord pourquoi ce métier? Alors, ça a commencé au Forum des métiers. Quand j'étais toute petite, on allait chaque année au Forum des métiers. Donc, c'est dans un énorme hall où il y avait plein de métiers différents. T'as quel âge, là? J'ai quel âge? Waouh! Tout le collège, en fait. Donc, d'accord, donc 6e, 5e, 12 ouais, voilà, ans, 13 ans. Ça commence en 6e. Okay. À peine ado, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça commence en 6e, on va à ce forum. Et chaque année, je vais toujours vers ce même stand, qui est le stand de la police nationale. Chaque année, je parle avec des policiers qui sont là pour vendre leur métier, quoi. Chaque année, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est sûr, c'est évident. Qu'est-ce qui te plaît à ce moment-là? C'est l'uniforme? Je crois que je ne saurais même pas définir, parce que ça ne vient pas, beaucoup de gens pensent que ça vient des séries télé, etc. Pas du tout, j'ai pas trop été bercée d'ailleurs avec la télé, donc je sais même pas d'où ça me vient, mais c'était une évidence. Et puis cette sirène dans la rue, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être dans cette voiture en fait, ne pas seulement la voir passer, être dedans. Alors est-ce que c'est mon envie de conduite avec le gyrophare, je sais pas, mais en tout cas chaque année, c'était une évidence. Et puis, je l'ai dit à mes parents. Mes parents m'ont dit, donc quand j'étais en 3e, en fait, je pouvais passer un concours qui me permettait directement de rentrer dans la D'accord, avant le bac, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Donc vraiment au brevet. Ouais. Et mes parents m'ont dit, non, le mieux, c'est quand même de faire au moins le baccalauréat et puis de faire des études, en fait. Et puis, tu pourras passer, du coup, des concours déjà plus élevés dans la fonction. Là, quand t'es ado, tes parents te disent pas... Non, il n'en est pas question à la police, parce qu'ils auraient pu être un peu hermétiques. Ils te disent juste, en gros, passe ton bac d'abord. Attends un peu, va voir un peu ailleurs si l'herbe est plus verte, et puis si vraiment c'est ce que tu veux faire, tu y reviendras? Ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même une réticence de je suis pas chaud pour que tu finisses avec une arme à la ceinture, quoi? Ouais, c'était évidemment une réticence, de la peur, évidemment, tout de suite. Et puis c'était aussi, je pense, oh mais c'est un rêve de gosse. En plus, j'ai toujours été un petit peu... c'est drôle d'ailleurs quand tu me décris comme féminine, parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours considérée un petit peu garçon manqué. Donc mes parents aussi, parce que je jouais toujours avec mon frère à des jeux de garçons, quoi. C'était le foot, les voitures, et voilà. Donc je pense qu'ils se sont dit plutôt qu'elle fasse des études, et puis je pense qu'ils avaient pour espoir que je perde... cette idée de vue. Ouais, cette envie, ouais. Voilà. Ouais, que ça passe. Ouais, voilà, que ça passe. D'accord. Donc, ça passe pas. Ça ne passe pas. Tu passes ton bac. Ça ne passe pas, mais bon, ça passe assez pour que je passe mon bac et que je fasse des études supérieures. Est-ce qu'on peut dire ce que faisaient tes parents?
Ils n'avaient pas du tout d'activité en lien avec la police? Non, absolument pas. Non, D'accord. mon père était gestionnaire de patrimoine et ma mère ne travaillait pas trop. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Bon, là, on a fait un gros écart entre je suis en 6e, 5e, 4e, 3e et je suis en études supérieures. Entre-temps, j'ai 15 ans. Ça toque à la porte et ça dit police, ouvrez. 8 policiers entrent chez moi. Je suis je me rappellerai toujours dans l'escalier. Je vois ces 8 policiers entrer, prendre possession des lieux, de la maison. Et là, on comprend que mon père a dû faire quelque chose de mal. Donc, on n'en sait rien du tout à ce moment-là et on n'avait aucun soupçon là-dessus. Et donc, la police prend toute la maison en otage, j'allais dire. C'est drôle comme expression, mais bref. Donc ces policiers sont là, ils fouillent tout l'appartement. C'est une perquisition? C'est une perquisition qui est en train de se passer chez moi. Ils fouillent le linge sale, j'ai des images assez incroyables là-dessus, mais bon. Et voilà, et chaque policier se distribue les pièces, et il y a un policier qui avait l'air d'être le supérieur à ce moment-là, j'y connaissais rien, mais qui dit on prend tout ce qui est informatique. D'accord. Et puis un des policiers donc vient dans ma chambre, j'ai 15 ans, je cours sur mon ordinateur, j'entends ça, donc je cours sur mon ordinateur, je le prends, je le mets sous moi, sous mon lit et je m'allonge dessus. Et le policier qui vient dans ma chambre dit « Il y a un ordinateur là sous toi ?» Et je lui dis « Non ». Il voit que je mens, il me demande de regarder, il regarde l'ordinateur et il me dit « Mais quelqu'un s'en sert à part toi ?» Et je dis « Mais non, c'est mes grands-parents qui me l'ont offert à Noël, personne d'autre que moi l'utilise, personne n'a mon mot de passe. » Et il replanque l'ordinateur sous moi, sous le lit. Et c'est un capitaine qui arrive et qui dit « Alors, un ordinateur dans cette chambre ?» Et ce flic, qui était roux, le regarde et dit « Pas d'ordinateur ici, elle a que 15 ans. » Et il me laisse mon ordinateur. Et je veux être ce flic roux à ce moment-là. D'accord. Je veux être cette personne qui, dans la tempête, qui dans l'horreur, qui dans ce moment atroce pour une jeune fille de 15 ans, lui laisse un peu d'espoir. C'est une référence pour toi, ce flic-là, du coup, qui a sauvé ton ordi, qui t'a permis de garder un peu de liberté, en fait, dans ce moment un peu dingue qui te tombe dessus? Encore une fois, je dirais même encore un peu de lumière, en fait. Ouais. Parce que ça semblait être le début d'un énorme trou noir. Et ce mec, grâce à ce geste-là, me laisse un peu de lumière. Parce qu'à 15 ans, un ordinateur sur lequel on a toutes ces petites photos avec ses copines, la possibilité de contacter à l'époque sur Messenger. Non, c'était comment? C'était MSN. C'était MSN. Ouais. MSN. Le gars m'a laissé la possibilité d'avoir un petit peu encore de choses positives dans ma vie, quoi. Voilà. Et je veux être cette personne-là. Je veux être le policier qui, quand on s'y attend le moins, finalement, fait quelque chose de bon. Ça a l'air d'être assez fondateur, du coup, cet échange très rapide en plus, avec ce policier-là, à ce moment-là, qui te sauve ton ordinateur. Ça a duré quelques minutes ou quelques secondes, je pense. Quelques secondes. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai dit flic à ce moment-là. Comme quoi, il y avait quand même le côté... c'est pour ça que j'ai dit flic après. Un peu énervé de la petite gamine qui se fait emmerder à 6h du matin. Non, voilà. Après, ce que je tiens à dire, et ce que je crois profondément en moi, c'est que c'est vraiment pour ce policier-là, pour être ce policier-là, pour être ce petit brin de lumière pour d'autres enfants ou pour d'autres adultes. C'est vraiment pour être un peu de positif dans le négatif qui arrive lorsqu'on est en contact avec la police, en fait. Plus que ce qui est arrivé, qui, en fait, n'a pas trop d'importance dans le reste de ma vie. D'accord, ok. Alors, après ce moment-là, donc tu as 15 ans. Ouais. Donc, du coup, là, vraiment, l'idée d'être policier, elle est très ancrée, j'imagine, dans ta vie. Mais tu continues tes études, tu passes ton bac. Je passe le bac. J'étais pas quelqu'un de foncièrement fait pour l'éducation nationale, mais bon, c'est un autre sujet, on fera un autre podcast là-dessus. et donc, du coup, je suis ni douée en littérature, ni douée en maths, je suis pas très douée, en fait, nulle part. Je suis dans la moyenne, voilà, rien d'incroyable. Je n'ai pas de talent particulier à l'école, en tout cas. Je pense d'ailleurs qu'on n'a pas vu en quoi j'étais douée, mais ça, c'est un autre sujet encore. Et puis, on me dit « Ouais, mais par contre, tu parles bien, puis t'es mignonne, fais du marketing. » Alors, pourquoi pas, finalement. On m'a toujours dit que je pouvais vendre quelque chose qui ne m'appartenait pas. Alors, je me suis lancée là-dedans, dans le commerce, le marketing. Donc, j'ai fait jusqu'à la licence en marketing du web. Et puis après, j'ai travaillé en agence de com à Paris. Ok, rien à voir. Rien à voir. J'ai fait ça pendant un an. C'était drôle, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé ce métier, mais j'entendais ces sirènes. En plus, à Paris, il y en a partout. D'accord, donc t'es pas malheureuse dans le marketing. Non.
Mais quand même, la moindre sirène te Ah ouais. perturbe. Ah, puis ça Et en m'active. plus, t'es à Paris et en plus, des sirènes, il y Ouais. en a tout le Il y temps. en a tout le temps, ça m'active. À chaque fois, je me dis, mais ça va être moi. Donc, je suis tous les 2-3 jours sur le portail internet de la police pour savoir quelles sont les dates de concours, qu'est-ce qu'il faut réviser. D'accord. Ok, donc t'as pas lâché le morceau, c'est pas toujours du là tout. et tu te dis j'y vais. Ah Donc, ouais. Ok. Donc, Donc tu passes le concours, t'as quel âge? Eh bien, j'ai quel âge? 23 ans, je dirais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ce concours? Qu'est-ce qu'on te demande brièvement? Bah, il y a un peu de culture générale, Ouais. il y a un peu de droit. Après, il y a du psychotechnique, du français, des maths. Enfin, je veux dire, il y a un peu de tout en fait. D'accord. En soi, c'est pas très compliqué, mais on est beaucoup par rapport au nombre de places. Ok, c'est un C'était concours. plutôt ça. Ouais. Après, ce qui était un gros changement, c'est que je n'étais absolument pas sportive et je suis devenue parce qu'il y a une grosse épreuve, oui, une justement. grosse épreuve sportive qui compte en tout cas. Quelle place prend le sport dans ta vie? Est-ce que tu suis un entraînement particulier? Non, rien n'est obligatoire, en tout cas, une fois qu'on est policier. À l'école, par contre, c'est assez intensif. Donc, au concours, c'est important. À l'école, c'est important. Pendant 1 an, on a du sport très, très régulièrement. Ouais. Du tir également. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation. Après, c'est une question de savoir être dans son métier. Parce que finalement, on a un métier qui nécessite une bonne forme physique. Donc, chacun est à même de savoir qu'il le faut. D'accord. Donc du coup, toi par exemple, tu fais quoi? Moi, je cours énormément. D'accord. Voilà. Quelle fréquence? 2-3 fois par semaine, 10 km. Donc, je D'accord. fais 20-30 km par semaine, ouais. D'accord. Et je fais du yoga aussi, plutôt pour la détente. Ok. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes collègues, du fait que tu fasses du yoga? Et il rit beaucoup quand je fais Ouais. un petit lotus sur le bureau à 6h30 du matin avant d'aller en perquisition. Ou un poirier parce que je suis allée sur une enquête d'essai qui m'a fait de la peine. Voilà, donc je fais un petit poirier pour me détendre et ça les fait rire. Ça les fait rire. Alors justement, t'es une femme, t'es jeune. Comment tu fais pour t'affirmer à la fois par rapport à tes collègues et aussi par rapport aux citoyens Oui, avec qui comment on dit, tu échanges, dont Oui. tu gères les... les gardes à vue. Les- Oui, les gens que je côtoie au quotidien pour mes enquêtes, par exemple. Oui, ou les victimes. Oui. Dis-moi d'abord, déjà par rapport, dans la police, par rapport à tes collègues, le fait d'être une jeune femme, je dirais presque frêle. C'est l'apparence en tout cas, c'est l'image que j'ai de toi là en t'ayant en face de moi. Voilà, petite chose quand même, tu fais petite chose. Donc j'imagine que c'est quand même globalement vachement masculin dans ton Ouais. commissariat. Comment ça se passe, ça? Comment tu as été accueillie et comment, j'imagine qu'au début, il y a un premier avis, mais qu'après, avec le temps, ça change. Comment ça s'est passé, ça, tu peux me raconter? Bah, c'est-à-dire que si tu veux, je te fais une petite clé de bras, je te mets la tête sur le parquet, tu vas voir si je suis frêle. Excuse-moi. Non, mais c'est ça qui est très drôle, c'est Ouais. qu'effectivement, en fait, la force. Alors oui, évidemment, j'ai un mec d'1m90, de 100 kilos, je vais galérer, mais Mais tu peux le mettre par terre. Non, Non. je pense pas. Je pense pas et j'ai pas eu à faire ça en étant seule. Par contre, en étant seule, j'ai déjà eu à maîtriser un homme et je peux le faire. D'accord. C'est-à-dire que déjà, la force physique, j'ai fait beaucoup de musculation aussi pour pouvoir avoir de la force. Alors effectivement, je suis fine, mais je suis quand même très tonique, on va Mhm. dire. Mhm. Je cours très vite aussi si jamais je dois partir en courant. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que le physique, au départ, en fait, a été quelque chose de... Bah, comme tu dis, on me voit, je suis toute petite, je suis toute Mhm. mince, voilà. Mais en fait, la force, elle est bien plus grande que juste un physique, quoi. C'est un Jedi. Déjà, ouais, grave. Non, mais déjà, la force mentale, le caractère, la façon de parler, de s'affirmer, voilà, souvent, ça suffit. Et ensuite, physiquement, oui, je peux me débrouiller. Tout est dans le fait d'y croire, hein. Moi, je me suis toujours dit que si j'y croyais, ça marchait. Encore la semaine dernière, j'ai eu à maîtriser un gamin qui faisait 1m80, qui était pas très gros, mais je lui ai fait une clé de bras. Mais moi, je me suis surprise, je me suis dit, j'y crois tellement que ça fonctionne. Et alors justement, donc les a priori de tes collègues, est-ce que c'est au moment où tu rentres à l'école de police ou est-ce que c'est au moment où tu commences à travailler? Comment tu l'as vécu ça? Alors, bah, en fait, en école de police, je rentre en école de police et je me dis, tu oublies que tu as un sexe. Enfin, fais comme si tu avais un pénis à la place de ton vagin et ça marchera. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Je me tenais les jambes écartées, je faisais des blagues horribles de cul ou autre. Ok. Voilà, je me suis créé tout un personnage. Je pense que c'est là qu'a commencé ma carrière théâtrale finalement. Mhm. Et je me suis créé un personnage que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et ça a marché directement, hein, le côté... j'ai même souvent fait croire, et je le fais encore souvent croire, que je suis homosexuelle, hein, pour éviter
les regards des hommes désagréables, surtout au boulot, quoi. Voilà, un personnage vraiment masculin qui n'a pas envie d'être dragué et qui n'a pas envie d'être dans la séduction. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une chose assez paradoxale parce que parfois, à l'inverse, ce petit corps et ce petit visage me servent à justement être dans la séduction, et notamment avec les mises en cause ou même les victimes ou même dans tout, en fait. La séduction fait vraiment partie de ma vie. Donc ça, c'est par rapport à tes collègues. Donc tu as subi, donc j'imagine, si tu dis que tu t'es très, très vite, très rapidement mise à jouer ce rôle très masculin, de te comporter un peu comme un mec au milieu des mecs, en fait, de ce que j'entends. Ouais. C'est parce que tu as dû sentir très vite les regards un peu lourds, un peu dédaigneux peut-être, un peu genre qu'est-ce qu'elle fout là, la petite Ouais, c'est ça. Le côté un peu méprisant aussi. Et puis les blagues, c'est plutôt verbal, hein, mais finalement, les petites blagues... ce que j'ai adoré, en fait, c'est me mettre plus mal à l'aise que ce qu'ils voulaient me mettre mal à l'aise, en fait. C'est pas très français, mais... Ouais, tu les renvoyais dans leur cage, en fait. Ah ouais, et puis vraiment, j'ai trouvé tout de suite un terrain de blagues horribles qui... Non, mais vraiment, où en fait... tu vas loin. Et j'avais une sorte de panel, d'éventail de blagues horribles qui, en fait, clouent le bec à n'importe qui. Et donc, du coup, dès que ça commençait là-dessus, c'est moi qui avais le dernier mot et c'est eux qui avaient la bouche grande ouverte, quoi. Donc ça, c'est très drôle. Et j'adore mettre mal à l'aise les gens. Hein. T'as pris un pouvoir, en fait, sur eux. Exactement. D'accord. Maintenant, les gens avec qui tu travailles au quotidien, j'imagine que, voilà, quand on vit un quotidien avec des collègues, on finit par se connaître, partager un peu d'intimité quand même. Est-ce que tu joues toujours ce rôle-là, du bon gros pote je pense qu'un peu petit gouailleux peu, je pense un peu parce que j'aime bien ce personnage moi-même. D'accord. Je m'amuse, ça m'amuse. Il est pas si éloigné de toi, en fait. Mais non, bien sûr qu'il est là. De toute façon, il a toujours été là. Okay. Vraiment, moi, j'ai des souvenirs de mon enfance avec mes cousins et mon frère. J'avais des bleus tout le temps sur le corps. Parce oui, qu'on tu faisait disais tout à l'heure que tes parents trouvaient que tu étais un peu garçon manqué. Mais oui, donc mais j'ai toujours pas complètement éloigné de la réalité. Exactement. Ouais. Après, mes collègues connaissent aussi la Juliette féminine, qui aime le théâtre, la littérature, la poésie, qui aime le chant des oiseaux, qui aime aller voir le lever de soleil et le coucher de soleil chaque jour sur le toit du commissariat. Enfin voilà, j'ai ce côté-là que je ne peux pas cacher à des collègues de la vie de tous les jours, évidemment. Tu prends en charge un certain nombre de délits, des agressions, des décès, des choses très noires. Comment tu fais pour affronter cette noirceur au quotidien ? Est-ce que tu as une porte de sortie, quelque chose qui t'apporte un peu de... Voilà. Comment on fait pour traiter la misère du monde, même si toi tu parles de lumière, ça doit être quand même très très dur, ces agressions. C'est des gens qui pleurent, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui n'ont plus rien, c'est des gens qui sont dans des situations difficiles. Toi tu les côtoies tous les jours, tu fais que ça, tu as la tête dedans en plus. Comment tu fais pour prendre de la distance ? Alors, tu joues un personnage, tu es dans l'empathie, tu essayes de créer autre chose, certes, mais quand même... Je pense que c'est une chape de plomb qui est suffisamment lourde pour générer de la noirceur chez toi aussi à un moment. Non, est-ce que tu as un échappatoire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois cette noirceur parce qu'elle est souvent là. Tu l'as très bien résumé sur mon empathie qui est souvent fausse, hein, mais dont les gens ont besoin, surtout dans les moments de décès. Mais aussi ce personnage que je joue tous les jours, qui m'aide aussi à finalement enlever une sorte de déguisement, comme si j'avais un déguisement au boulot. Voilà, après, je ne vais pas mentir, notamment les enquêtes décès, hein, qui sont des décès du coup avec une possible cause extérieure, donc des homicides. Souvent, c'est très dur à vivre. Je suis catholique pratiquante et je pense que ça m'aide énormément dans mon travail. C'est ce qui m'aide aussi à voir la lumière chez les gens, encore une fois. Et puis, c'est ce qui m'aide à avoir envie d'être, encore une fois, cette lumière dans les moments de noirceur que vivent les gens. Une sorte de petit rayon de soleil dans l'orage d'une mort, dans l'orage d'une garde à vue aussi, finalement. Et puis d'essayer de trouver un peu de positif à tout ça. Il y a toujours quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Donc, aider les gens à trouver ce positif dans l'horreur qu'ils sont en train de vivre. J'ai plein d'a priori, en fait, parce que c'est un métier que je ne connais pas du tout. Donc, je suis hyper étonnée que tu me parles de religion. Est-ce que tes collègues aussi sont plutôt religieux, pratiquants, croyants ? Non, est-ce que c'est quelque chose rare. que tu partages avec eux ? Moi, j'ai l'impression je me dis, bon, alors c'est une fille. Tu me dis, tu cumules, en fait. Enfin, mais je suis hyper agréablement surprise et je trouve ça vraiment chouette. T'es une fille, petite, jolie, sympa. On peut le dire. On a le droit. Tu crois en Dieu. Je me dis, dans mon imaginaire, tu es, mais ça n'engage que moi, tu es à l'antithèse de ce que j'imaginais d'une meuf policier.
Ouais. Voilà. Ok. Donc, je suis hyper étonnée. Donc, je me dis qu'effectivement, j'ai de la chance d'être tombée sur toi. Et moi sur toi. Non, mais je pense qu'effectivement, la religion, c'est pas. Les collègues le savent, mais on n'en parle pas trop. Le reste non plus. Et d'ailleurs, la plupart ne sont pas trop d'accord avec ce que je pense des gens qui sont dans nos cellules. Hein. Voilà. Souvent, ils me disent, mais arrête de vouloir trouver du positif partout. Arrête de vouloir trouver cette lumière. Tu vois bien qu'elle est éteinte. Ouais. Non, je suis sûre que cette lumière est toujours là. Alors même moi, parfois, je peine à la trouver chez certaines personnes, mais j'essaye toujours. Et puis en fait, ce que je trouve assez dingue et que je peine un peu à exprimer, mais je vais essayer quand même. Par exemple, t'as un jeune qui fait que de la merde depuis des années. Il est là tout le temps. Et là, une fois de plus, il s'attend à recevoir déjà à être tutoyé, à être malmené, hein, sans parler de quelque chose d'incroyable, notamment ce qui tourne en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'attend à ce qu'on lui dise mais t'es qu'une merde, tu fais n'importe quoi, etc. Et là, en fait, le gamin, tu lui apportes l'inverse de ce qu'il croit recevoir en garde à vue. C'est-à-dire une oreille attentive, quelqu'un qui essaie de le comprendre, et qui le comprend, qui fait semblant de le comprendre. Souvent, je leur dis, mais oui, mais vous avez vécu ça, mais moi, je les vous vois toujours, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors ça, déjà, ils comprennent pas, ils sont souvent choqués par ça, par ce respect, en fait, qu'on se doit mutuellement, bien qu'on ait fait n'importe quelle bêtise. On est des êtres humains. Voilà. Et en fait, leur dire, mais j'ai confiance en toi, mais tu peux y arriver, mais tu sais faire autre chose, mais tu vas savoir faire autre chose. Qu'est-ce qui te plaît ? Rien qu'essayer de comprendre ce qui leur plaît autre que dealer ou que frapper des gens pour aller leur voler leur montre. Qu'est-ce qu'il y a en toi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui pourrait te plaire autre que ça, que le pas bien, que le méchant ? Tu n'es pas méchant. Rien que d'entendre ça. Et là, souvent, j'en ai qui se mettent à pleurer. Pourquoi vous dites ça ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? On m'a jamais dit ça. Et en fait, ce côté, il s'attend à avoir à nouveau du négatif et on lui donne du positif. Oh, ça fait une sorte d'éclair dans leur cerveau, je pense. Et je pense que ça peut fonctionner. Et je pense que c'est nous, plus que d'autres personnes, qui peuvent agir là-dessus et sur la délinquance. Alors justement, tu crois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, tu crois que c'est ton rôle ? Tu crois que c'est ta place ? Tu crois que c'est comme ça qu'on devrait faire ce métier quand tes collègues te disent mais non, tu vois bien, il n'y a plus de lumière du tout, la lumière est complètement éteinte, arrête. Il ne s'agit pas d'avoir tort ou raison, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Voilà, mais est-ce que tu penses que tu as raison de faire ça comme ça ? Je dirais que pour moi, et selon ce que je suis, la personne que je suis, c'est juste. Je pense que je fais mon métier justement et que je dois le faire ainsi. D'accord. Et tant que j'ai encore cette envie, cette énergie à aller chaque jour au travail en sautillant et en sautant dans les flaques lorsqu'il pleut, et avec ce sourire énorme chaque jour, je continuerai à faire ce job à cet endroit-là. Et quand ça me passera, comme beaucoup de gens, et comme peut-être un jour ça m'arrivera, j'arrêterai et je ferai autre chose. Mais pour l'instant, coûte que coûte, tu vas allumer la lumière. Ouais. Je comprends du coup pourquoi il y a des gens qui t'envoient des lettres, même si c'est rare. Ouais, alors c'est très rare, hein. Attention, hein, c'est très rare. J'ai aussi le deal des 1 an, j'appelle ça. Donc c'est surtout avec les jeunes, et pas que d'ailleurs, mais principalement. Le deal des 1 an, c'est moi j'y crois. Moi je crois que vous allez arrêter. Moi je crois que vous allez faire autre chose. Et puis que dans 1 an, jour pour jour, vous viendrez là et vous me demanderez, je descendrai et vous me direz, j'ai tout arrêté, regardez mon casier, il n'y a plus rien. Ça fait 1 an qu'il n'y a plus rien. Et je fais tel job, et je m'occupe de telle personne, et nanana, et nanana. Et je fais ça avec beaucoup de jeunes. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Et j'ai des petites dates sur mon agenda avec la deadline, quoi. Et, alors, non pas que je les attende vraiment, mais quand c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Bah c'est canon. Mais oui. S'il y en a 2, 3, 4 c'est qui une sacrée viennent et qui mission te de disent, vie voilà, que ça j'ai fait là. 1 an que j'ai rien fait, j'ai pas volé un truc, je me suis pas battue, ou je sais pas sur quoi t'interviens, mais c'est canon. C'est absolument génial. C'est canon. Est-ce que tu as l'impression d'être en danger parfois ? Est-ce que c'est ça qui t'intéresse justement ? Est-ce que ça t'excite ? Je crois que je l'ai accepté sans pour autant l'aimer. C'est pas du tout ça qui m'intéresse dans mon job en tout cas. D'accord. Tu portes une arme ? Oui. Tu t'en sers ? Vaut mieux pas. Ouais. Non, c'est très rare dans la vie d'un flic de se servir de son arme, de la sortir un peu moins, de s'en servir. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Je touche du bois et de la peau de singe, mais... Elle a touché du bois pour de vrai, je le dis. Et vraiment, moi, qui suis un petit singe. Mais voilà, c'est pas ça qui m'attire dans le job et c'est pas ça qui me nourrit et m'alimente chaque jour, en tout cas. Et t'as peur parfois ? Oui. Oui ? Oui, mais ça passe très vite.
le personnage super-héros reprend le dessus. Ouais. Souvent, je dis qu'on est 12 dans ma tête, mais c'est un peu le cas avec différents personnages, l'empathique, le super-héros, le Jedi. Voilà, voilà, le danger est là. Parfois, j'ai peur, mais ça passe vite. Et puis on n'est jamais seul et les collègues sont là et c'est très important, ça. Comment ça se passe les relations avec les collègues? Est-ce que c'est un peu familial? Est-ce qu'il y a vraiment du soutien? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très, très froid, distant? Alors, ni l'un ni l'autre, hein, mais en tout cas, je dis souvent amis de la bienveillance, bonsoir, parce que ce qui est très drôle, c'est qu'il y a donc ce côté toujours blague méchante, on s'envoie des vannes tout le temps. Et à côté de ça, il y a un truc super, par exemple, quand j'ai mes règles, je le dis. Ouais. Je dis, ah, là, c'est mon premier jour, j'ai trop mal au ventre, et ils sont tous là. Ok, je vais te chercher ton mise en cause en bas. Ils vont chercher mes copies. Mais c'est génial ce qui se passe à ce moment-là. Et ça, je trouve ça vraiment dingue, surtout dans un milieu d'hommes, en fait. Non, mais c'est ça, parce que est-ce que tu as des collègues femmes? Parce que je pense que si tu avais des collègues femmes, ce serait peut-être pas tout à fait les mêmes réactions. Les mecs, ils sont flippés dès qu'on dit le mot règle, en fait. Non. Justement, les mecs de mon service, Ouais. alors je sais pas s'ils sont comme ça de base, je pense que si, un petit peu, mais ils sont trop choux quand je parle de ça et ils le savent. Et j'ai un caractère de merde ce jour-là et ils m'aident en fait plus que les autres jours. Donc c'est assez drôle de vivre Ils ça. sont pas lourds ce Ah, jour-là. pas du tout. Je pensais à tous qu'on parlerait de règles dans cet épisode. Franchement, tu m'as bien eu. Merci Juliette. Est-ce que tu as une référence féminine ou masculine, à part cet officier de police qui était intervenu quand tu avais 15 ans, qui visiblement a marqué ta vie, à tout jamais, parce que du coup, ça t'a vraiment... À tout jamais. T'as vraiment confirmé ta vocation, si tu avais des doutes à ce moment-là. Exactement, ouais. Est-ce que tu as une autre référence réel d'un film, un auteur, quelqu'un, une femme peut-être, ou un homme qui fait que, voilà, c'est un peu la personne que tu aimerais être dans le métier que tu fais? Mon unique référence, c'est Victor Hugo. Ok. Donc qui n'était pas flic, mais qui était un croyant fou en l'être humain. Et tous ses écrits et surtout Les Misérables m'aident chaque jour dans mon travail. Tous les jours, je pense à ce qu'il dit sur l'éducation, sur l'instruction, sur la volonté, sur la paresse, sur le travail. Il a tellement il a tellement tout compris avant tout le monde déjà, et que je me sers de tous ses écrits pour moi grandir, mais surtout pour être une meilleure personne et donc un meilleur flic. Tu lis aussi Victor Hugo? Ah oui. Ah Ok. oui. En parlant de l'échappatoire, oui, c'est vraiment... Pardon, je viens. Moi, j'arrive avec mes 2 micros et un sac d'a priori. J'adore. Et voilà, donc du coup, je te relance là-dessus parce que, encore une fois, je trouve ça formidable. Tu parles de poésie, tu parles de littérature du 19e siècle, donc on est vraiment dans la base de la littérature française. Est-ce que tu crois que ça aussi, c'est un échappatoire? Bien sûr. Bien sûr que c'en est un. Je saute dans une autre période, je vis avec d'autres personnages. À force de lire des correspondances et des récits, j'ai l'impression de vivre avec eux. C'est vraiment ma petite bulle de bonheur, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui permet d'enlever la noirceur du quotidien, oui. La question du podcast, c'est est-ce que tu te sens à ta place et pourquoi? Et je trouve que tout ce que je viens de découvrir de toi dans notre conversation me fait penser que... waouh, si tu te sens à ta place, t'es un ovni dans ta profession. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas valoriser, en fait, ce côté un peu différente, même si tu le camoufles en jouant le jeu de « je suis un gros mec », ou est-ce qu'au contraire, c'est difficile de garder ton identité, ta douceur, ta lumière dans ton job? C'est quoi de l'œuf ou de la poule, là? Comment tu fais pour être à ta place avec tout ça? Mais justement, comme ce sont mes collègues de tous les jours, Ouais. eux me connaissent vraiment, me voient avec mon petit livre arriver chaque jour, me voient écrire des poésies quand j'ai 2-3 minutes de pause, apprendre des poésies par cœur, parce que j'en apprends tous les jours, et parfois même m'aident à les réciter. Donc c'est très drôle quand on a une petite pause ou quand on est quelque part où on doit attendre. Tu récites ils des m'aident, poésies? mais oui, à mes collègues. Ok. Mais c'est À ça la qui est machine à café. absolument génial. Ouais. C'est ça qui est absolument génial, c'est qu'ils sont... Mais c'est ça, et c'est génial que tu dises tu arrives avec ta valise d'a priori, mais c'est parce que tu viendrais vivre une journée avec nous. Mais là, elle l'éclaterait encore plus parce que mes collègues sont absolument incroyables et sont pleins de surprises aussi. Chacun dans leur univers, en fait. Ouais. Et alors, ce qui est génial, c'est de mélanger tous ces univers ensemble et d'en faire un truc énorme qui permet justement de mieux vivre au quotidien tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce job? Donc, on a compris tout ce que t'aimais, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui est dur?
chose qui te... Bah oui, j'aime pas j'aime pas les morts, hein. C'est quelque chose qui me travaille plus que le reste. Et la religion m'aide beaucoup à dire au revoir à ces corps et à me dire que l'âme est ailleurs, mais je peine encore avec ce rapport au corps mort. Mais voilà, après, ça reste... T'en vois beaucoup? Ouais, Ouais. C'est quotidien ou presque, ou hebdomadaire? hebdomadaire plutôt. On D'accord. essaie de se partager J'allais dire, on essaie de se partager les tâches, mais Ouais. c'est le cas de le dire, hein. Voilà, on évite d'en faire... S'il y en a 7 dans la même semaine, bah, chacun va en faire un. On est beaucoup, donc on peut se permettre ça. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le côté que je peine le plus à gérer. Et même si, encore une fois... comment dire, parce qu'après il y a toute une enquête sur ce mort et en fait, même si c'est dur pour moi de le vivre, je suis très heureuse d'être cette personne qui va faire tout dans les meilleurs temps, va tout donner pour assurer la famille, pour les aider dans les démarches. Enfin, je suis heureuse d'être à cette place-là pour les aider encore une fois à mettre un tout petit peu de lumière, alors que c'est tellement dur dans un décès de mettre de la lumière. Et j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit vous avez été un rayon de soleil dans cet orage. Et sur un mort, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire, que j'ai réussi à être ce rayon de soleil. Ouais, et puis j'imagine que quand on entend ça, tu te dis, ben ouais, si tu avais des doutes sur le fait d'être à ta place, si tu as des journées plus dures que d'autres. J'allais exactement te dire ça. Ouais. Et c'est là où je me dis, je suis à la bonne place. Ouais. Génial. Génial. Et juste par rapport, alors je fais pas ça pour ça et l'actualité n'a que peu d'intérêt dans mes interviews, mais quand même, qu'est-ce que tu penses ou comment se comportent les gens avec toi, policier, en ce moment? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement par rapport à toutes les affaires qu'il y a pu avoir de comportement et de traitement des agresseurs ou des agresseurs présumés. Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans ton quotidien, ça, le rapport aux citoyens, aux civils? Est-ce qu'il y a un regard qui s'est un peu noirci, un peu aigri par rapport à la police, ou est-ce que pas du tout? J'imagine bien que tu défends un truc super positif, maintenant que je te connais un peu. Mais est-ce que tu sens quelque chose de négatif vis-à-vis des gens dans la rue par rapport aux gens de ta profession? Oui, bah, on pâtit beaucoup... de tout ce qui peut se passer dans notre profession. Après, si j'ai juste un message à dire, c'est que comme dans tout et comme pour tout le monde et comme pour toute profession et comme pour toute personne, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr. C'est une phrase très bête, mais voilà, on est tous différents. Et c'est dommage pour les gens, la plupart des gens prônent justement ça, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Et en fait, on fait tous pareil. Donc arrêtons de croire que tout individu est pareil s'il fait la même profession, s'il a la même couleur de peau, s'il a la même religion. C'est vrai que c'est très dur. Et après, autre chose, un autre message que je trouve très important, c'est arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous met sous les yeux. Ouais. Ouais. C'est quoi tes projets pour la suite? Donc là, tu es officier de police judiciaire, OPJ, tu mènes des enquêtes. C'est quoi ta prochaine étape? C'est quoi là ton rêve des 3-5 prochaines années? Tu voudrais être où? Là, tout de suite, à la même place. D'accord. Voilà. Après, je suis rentrée dans la police avec plein d'idées, plein d'objectifs, plein d'envies. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais aujourd'hui, mes missions et mon travail quotidien m'alimentent et me nourrissent plus que je n'aurais pu l'imaginer un jour. Donc en fait, toutes mes envies que j'avais ne me donnent plus envie aujourd'hui. Parce que vraiment, chaque jour, je suis très, très heureuse de ce que je fais et je ne veux pas être ailleurs. Donc jusqu'à ce moment où j'aurai envie d'être ailleurs, je continuerai. Ok, tant qu'il y aura des criminels, t'es ok en fait. Ouais, alors ça, je sais pas si je resterai ok, encore une fois, selon ce que je vais ressentir. Mais c'est vrai que j'avais des envies de passer les grades supérieurs, d'aller dans des services plus spécialisés, plus d'élite, entre guillemets. Ouais. Et non, en fait. Et ça a été dur pour mon ego et pour moi-même de me dire, bah non, je suis bien aujourd'hui. C'est dur de comprendre si c'est la fierté et l'ego qui parlent ou plutôt que les envies profondes. Ouais. Et ça, j'ai réussi à le faire depuis peu. Et je sais que je veux être là encore. Bah, bravo. Bravo pour assumer le fait de te dire que tu n'as pas forcément envie de grandir, que là pour l'instant tu es bien et que tu n'as pas besoin de bouger. Ouais. Bien sûr, on a toujours l'impression qu'il faut viser la lune, C'est viser ça. toujours plus loin, aller toujours Oui. plus haut, toujours plus Pour fort. être plus heureux. Pour être plus heureux. Et finalement, on est heureux là où on est la plupart du temps, Bah ouais. si on se concentre sur ce qu'on fait.
Juliette, on va passer aux questions de la fin parce que je pense que ça pourrait durer 2 heures que nous n'avons pas. Alors, j'intègre dans les questions de la fin, j'ai une fille qui s'appelle Joséphine qui a 9 ans. Je lui raconte que je pars en interview en général et je lui dis qui je vais interviewer. Donc la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que tu as le droit de mettre du vernis à ongles? Je pense que j'ai le droit. Mais oui, j'ai le droit. Oui, j'en mets pas, mais j'ai le droit. T'en mets pas, mais t'as le droit. Et elle a une deuxième question. Oui. Alors je me suis dit que les deux avaient leur importance. La deuxième question de Joséphine, c'est est-ce que tu utilises souvent ton pistolet? Alors, encore une fois, non. Et heureusement, D'accord. vraiment. C'est très rare dans la vie d'un flic et on espère ne pas le faire. Est-ce qu'on vous apprend ça? Enfin, j'imagine qu'on vous apprend à tirer. Bien sûr, et Il y ça, a par un contre, c'est entraînement quelque chose aussi d'obligatoire. Voilà, D'accord. on a un entraînement obligatoire par an. On a un certain nombre de tirs à respecter. Ça, c'est très, très bien suivi. Alors j'espère qu'on a la même culture parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge. Les experts Las Vegas ou les cordis jugés flics? Ni l'un ni l'autre, je déteste la télé. Ok, d'accord. Mais quand même, si tu dois choisir. Oh, non. Non. Oh, ok. Non. Ok. Jack Bauer ou Belmondo? Belmondo. Ah, pourquoi? Parce qu'il est Il est beau. beau. Basket ou talon? Basket. J'ai tout le temps besoin de courir, même dans ma vie de tous les jours. Jamais de talon. Colombo ou Maigret? On repart dans les... Ouais, non, mais tu vois, Ah. c'est ça. En fait, mais non, mais si j'avais su, je t'aurais dit. Colombo pour Hugo l'impair. Ok, Hugo ou Zola? Hugo. Hugo. Et Baudelaire ou Vas-y, ose mettre quelqu'un avec Baudelaire. Baudelaire ou Rimbaud? Baudelaire. Baudelaire. T'aimes là, cette noirceur et ce poids, cette chape de plomb. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Voilà, alors Juliette, moi j'ai des frissons, merci. Je vais me taire tout de suite parce que j'avais d'autres questions idiotes et c'est pas la peine. Je préfère rester sur Baudelaire. Restons sur Baudelaire alors. Merci beaucoup, merci 100 fois. Je te souhaite beaucoup de crimes. Ah non. Non, je te souhaite de rallumer plein de lumière. Oui. En tout cas de la trouver sans la rallumer, mais voilà, d'essayer de la trouver quelque part. Je te souhaite plein de choses joyeuses, plein de littérature pour continuer à avoir le cœur ouvert, plein de rencontres enrichissantes, de la progression si tu en as envie ou de la stagnation si c'est ça qui te fait plaisir. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci de nous avoir éclairés, en tout cas de m'avoir éclairé sur ton métier. Je vais pouvoir... voilà, ma valise est vide. Je rentre avec une valise vide. J'ai plus aucun a priori à l'intérieur. Et voilà, et j'espère que si un jour j'ai une galère... je tomberai sur un officier de police judiciaire aussi élégant que toi. Merci beaucoup. C'est génial de pouvoir parler de mon métier. Et c'est vrai que même aux proches, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, finalement, pas dans les profondeurs en tout cas. Et c'est un métier que enfin, souvent, quand je ne connais pas les gens, je ne dis pas que je suis policier. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir, à visage masqué, si je puis dire, parler de ce que je fais tous les jours et de ma vision de la vie, de mon job et surtout des gens. À bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Pas de tiret, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye!